Restez avec nous, on enchaîne immédiatement avec notre invité. Notre invité est Robert Bourgi. Robert Bourgi a été l'homme de l'ombre de plusieurs présidents de la Ve République dans leur relation avec l'Afrique. On a parlé de lui récemment à cause de l'affaire Fillon, des costumes de François Fillon. Mais Robert Bourgi, né à Dakar, a été l'intermédiaire de beaucoup de présidents avec leurs homologues africain. Bonsoir Robert Bourgi. Il faut se pencher un peu, pardonnez-moi. Et soyez le bienvenu. On va d'abord parler de la façon dont vous avez perçu cette visite d'Emmanuel Macron et ce moment très particulier, ce show face aux étudiants. On va en revoir un extrait. J'adore le débat citoyen, vous l'avez compris. Mais là, vous êtes... Je connaissais les étudiants français qui sont déjà des esprits paradoxaux. Mais vous êtes des esprits super paradoxaux. Parce que vous râlez pour avoir la parole, et vous râlez dès que quelqu'un prend la parole, en disant que les questions sont mauvaises. On ne va jamais s'en sortir. C'est la démocratie. Voilà Emmanuel Macron dans le rôle de celui qui essaye de mettre un semblant d'ordre, encore une fois tensant les autres, faisant de l'ironie sur les uns. A-t-il réussi son grand oral pour vous, Robert Bourgi? C'est trop tôt pour le dire. Mais je ne regrette pas d'avoir voté pour lui, tant au premier qu'au deuxième tour. Au premier tour, vous avez voté pour lui? Absolument, pour des raisons que vous devinez. Et j'attendais ce premier voyage africain de M. Macron. Il dit qu'il n'y a pas de politique africaine de la France. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit à Ouagadougou. D'abord, il a bien fait de choisir Ouagadougou. Pardonnez-moi. C'est une manière pour lui de dire nos relations avec l'Afrique doivent se normaliser, se banaliser, on doit oublier le passé colonial. C'était ça dans son esprit, je pense. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Parce que la France, à travers M. Macron, a une responsabilité historique. Le poids historique de la colonisation, ses liens plus que séculaires avec l'Afrique. Et Macron, le président Macron, à 38 ans, a fait passer la France dans une nouvelle dimension. C'est une excellente chose. On va voir ce qu'il va se passer dans les années qui viennent. Mais c'est grâce à cette jeunesse du président français que les Africains attendent beaucoup de lui, la jeunesse africaine. Il a bien fait de commencer par Ouagadougou, parce que c'est à Ouaga en 2014 qu'a commencé le printemps africain. Et c'est un signe pour vous? Absolument. Un aspect particulier de ce discours, où il n'a pas hésité à mettre des sujets qui fâchent sur la table. Il dit « Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire », mais il ne se prive pas en même temps de donner des conseils, en particulier sur l'émancipation des femmes. Écoutez. Posez-vous bien la question. Partout, vous avez 7, 8, 9 enfants par femme. Est-ce qu'à chaque fois, dans chaque famille, vous êtes bien sûr que c'est le choix de cette jeune femme? Je veux partout en Afrique qu'une jeune fille puisse avoir le choix de ne pas être mariée à 13 ans ou à 14 ans et commencer à faire des enfants. Ça vous choque quand on s'adresse comme ça à un pays ami? Je veux partout en Afrique, un continent ami en l'occurrence, où il a raison? Je ne suis pas d'accord avec la façon de s'exprimer du président Macron. Parce qu'il me donne l'impression qu'il ignore tout de la société africaine. Ce langage passe en Europe, dans les sociétés occidentales. Il passe légèrement dans les sociétés africaines. Parce que la femme ou les filles sont prisonnières de croyances multiséculaires. Et le poids de la société traditionnelle est énorme en Afrique. Donc il a manqué de tact, d'après vous? Tout à fait. Tout à fait de tact. Il aurait dû s'exprimer autrement, émettre un souhait, émettre un vœu. Et la manière dont il s'est exprimé ressemble à du coercitif.
Et certes, il a été applaudi parce que ce sont les jeunes. Mais comment ont réagi les aînés, la classe de 40 à 80 ans? Je ne pense pas que ce soit passé auprès d'eux. Robert Bourgi, vous avez été proche de Jacques Chirac, vous avez été proche de Nicolas Sarkozy, vous avez été proche entre-temps aussi de Dominique de Villepin, d'autres. Est-ce que vous avez proposé vos services pour l'Afrique à Emmanuel Macron? Pourquoi voulez-vous que je les propose? Parce que vous l'avez proposé à d'autres. C'est pas pareil. Il y a un compagnonnage avec le président Chirac. Il a été mon maître à penser. J'ai été une groupie pour le président Chirac. Et j'ai été un ami de Nicolas Sarkozy et un ami de Dominique de Villepin. Mais à travers cette émission, je souhaiterais lancer des messages au président Macron. C'est bien beau l'économique. C'est bien beau d'avoir été accompagné par des patrons de start-up. C'est bien beau d'avoir parlé de l'immigration. Mais la question essentielle en Afrique, M. Pujadas, c'est le politique. C'est la bonne gouvernance. Les colonies africaines ont donné à la France, en 14-18, en 39-45, des centaines de milliers de soldats qui sont morts pour la sauvegarde de la liberté, au profit de notre pays et de l'Occident. Aujourd'hui, la jeunesse africaine demande au président de la République française, qui plus est jeune, de les libérer du joug dans lequel ces populations, cette jeunesse vit. Vous, Robert sous la Bourgi, botte de despotes. Vous, Robert Bourgi, vous Qui tenez sont ce là, discours. oui, absolument, Monsieur Pujadas. Vous êtes connu pour avoir été l'ami de ces despotes, même si vous avez pris vos distances ensuite. Monsieur Pujadas, comme disait le président Chaban-Delmas, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et comme le disait le général de Gaulle, pour qu'une nation soit grande, il faut qu'elle épouse le mouvement général du monde. Aujourd'hui, le monde a changé. Le mondialisme exige des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. L'Afrique doit muer d'un point de vue politique. L'Afrique attend de la France qu'elle pèse de son poids sur ces présidents africains qui restent 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans au pouvoir. Monsieur Pujadas, le président Macron n'était pas né quand certains de ses chefs d'État étaient déjà au pouvoir. D'accord, mais ce qui vous a fait changer d'avis, Robert Bourgi, cette prise de conscience, ça vient conscience. uniquement de la mondialisation? Monsieur Pujadas, Des temps qui changent? chacun de nous a une conscience. Lorsqu'en 2011, je dénonce le financement par l'Afrique des partis politiques français, la planète m'est tombée dessus. Alors, je voudrais vous interroger là-dessus. Je voudrais qu'on regarde précisément ce moment où vous avez, dans le journal du dimanche, donné cette interview et où vous avez indiqué, vous avez révélé que depuis des années et des valises de billets d'argent liquide, des millions et des millions de francs puis d'euros faisaient le voyage entre l'Afrique et la France, et vous racontiez que vous étiez dans le bureau de Jacques Chirac lorsqu'il recomptait les billets. Jacques Chirac a toujours démenti, Dominique de Villepin a toujours démenti. Vous avez maintenu votre version. Ma question, Robert Bourgi, est-ce qu'aujourd'hui, cela existe toujours? En tout cas, si cela existe, ça ne passe plus par moi. Ça ne passe plus par vous? Non, mais si cela existe, je mets en garde ceux qui reçoivent le moindre centime des pays africains. Parce que le secret n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, la langue s'est déliée. Les gens parlent. Je ne sais pas si ça existe. Mais si cela existe, je mets en garde. Bourgi. Vous ne le pratiquez plus, vous l'avez dit, mais votre connaissance du continent et des relations franco-africaines et de ce qu'on a appelé la France-Afrique est telle que vous le savez si ça existe toujours. Franchement, je ne le sais pas. Mais cela m'étonnerait que cela n'existe plus. Je connais les habitudes africaines, comme je connais les attitudes de certains hommes politiques français. Pour vous, ça s'est arrêté quand? Avec moi, ça s'est arrêté en 2007. Sarkozy n'a jamais touché un sou. Je dis bien,
Par mon intermédiaire, il n'a jamais touché un sou. Fabien Namias nous rejoint. Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir David. C'est à vous. Bonsoir Robert Bourgi. Bonsoir. Cet été a eu lieu à Paris le premier procès pour des biens mal acquis, c'est-à-dire des immeubles, des appartements. Oula, rien de grave. Ça, ce sont des biens qui tombent par terre, des bouteilles d'eau. Voilà. Des immeubles, des appartements achetés par le vice-président de Guinée équatoriale, Obiang. La justice a estimé que ce patrimoine a été acquis avec l'argent de la corruption et donc il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Des biens comme cela, est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Est-ce qu'il y a donc beaucoup, potentiellement, de procès et d'affaires qui vont émerger? Vous avez le Congo, Brazzaville, vous avez le Gabon, notamment avec les propriétés d'Omar Bongo. Et si l'on s'intéresse de plus près, je pense qu'il y a d'autres chefs d'État africains qui pourraient tomber sous la coupe de la justice française. À qui est-ce que vous pensez, Robert Bourgi? De nombreux chefs d'État. Je ne veux en citer aucun. Mais si la justice... Des chefs d'État qui sont encore aujourd'hui au pouvoir? Absolument. Absolument. Parce qu'on parle beaucoup, alors lui évidemment il est décédé, mais des proches et de la famille d'Omar Bongo, dont des biens ont été saisis. Oui. Mais il y a d'autres chefs d'État qui pourraient être concernés. Absolument, M. Namias. Est-ce que vous vous réjouissez de ces procès? Absolument, M. Pujadas. Absolument. Je vous dis, en 2011, pardonnez-moi cette expression triviale, j'ai viré ma cutie. Ma conscience m'a interpellé. J'ai été un acteur et un témoin de la France-Afrique, tant du côté obscur que du bon côté de la France-Afrique. Je ne souhaite pas que le côté obscur se pérennise. Pas du tout. Monsieur Pujadas, le président Bongo accède au pouvoir en 1967. Je l'ai servi loyalement, efficacement, et je l'ai tant aimé. S'il était en vie aujourd'hui, je lui aurais tourné le dos. Il a gouverné le pays de 1967 à 2009. En 2009, le rôle que j'ai joué indirectement dans son élection n'a pas été mineur. Il est au pouvoir. Il a été battu en août 2016. Voilà que cet homme se maintient au pouvoir. Ça fait donc pratiquement 50 ans. Pareil pour le Togo. Le président Yadema prend le pouvoir. Il y est resté 40 ans. Son fils va entamer son 3e mandat. Il y a des manifestations, des soulèvements dans tout le pays, des massacres, et la France ne bouge pas. C'est pour cela qu'au début de mon propos, je disais que le président Macron a un devoir vis-à-vis de toutes les populations africaines, de toute la jeunesse africaine qui attendent beaucoup de lui. Il est jeune et ses semelles ne sont pas plombées parce que l'on appelait la France-Afrique. Et on lui dira facilement que c'est de l'ingérence. Si la France intervient dans les choix politiques des pays d'Afrique, elle sera considérée comme une ingérence, cette action-là. S'il a le mandat de l'ONU, un mandat international, comme l'a fait le président Sarkozy en Côte d'Ivoire, pour envoyer Laurent Gbagbo à La Haye, c'est pas difficile. Il prend le téléphone, il appelle le secrétaire général des Nations Unies, il appelle l'Union européenne, mandat lui est donné, il dégage. Il y avait un conflit qui tournait quasiment à la guerre civile. Et qui avait fait intervenir les troupes françaises. Fabien. Pour revenir en France, vous avez prononcé au sujet de François Fillon, dans l'émission Complément d'enquête au mois de juin, une phrase hallucinante. Je vous cite, « Je me suis dit, comment cet homme-là peut-il se comporter avec moi? Donc j'ai appuyé sur la gâchette. » Appuyé sur la gâchette, et vous êtes l'auteur des révélations sur les costumes que vous avez offerts à François Fillon et dont on sait qu'ils ont largement contribué à entraîner sa perte politique. Aujourd'hui, vous assumez cette action qui a été la vôtre dans la destruction politique de François Fillon? Il paraît que j'aurais joué un rôle pas négligeable dans la défaite de François Fillon. Monsieur Namias, heureusement que la France s'est choisi un autre président.
Parce que tôt ou tard, d'autres révélations seraient apparues et qui auraient largement entaché la réputation de notre pays. Des révélations de quelle nature? Il n'est pas digne d'être président. Il n'était pas digne d'être président. Et pourtant, vous l'avez soutenu. Je l'ai soutenu jusqu'au mois de janvier. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy à la primaire. Le président Sarkozy m'a dit, au deuxième tour, tu votes pour lui. Et c'est au mois de janvier qu'ayant réfléchi, je me suis dit, cet homme n'est pas digne de représenter notre pays. Dans les premières explications que vous aviez données, vous disiez « j'ai offert ces costumes à François Fillon, je lui ai envoyé un SMS, il m'a renvoyé un SMS poli sans plus, et je n'ai eu plus aucune nouvelle alors que je le sollicitais. Donc vous ne disiez pas « je le laisse tomber pour des raisons éthiques », vous disiez « je ne le soutiens plus parce qu'il m'ignore ». Non, Monsieur Pujadas, il y a tant de choses qui se sont entremêlées. Quand cet homme qui s'appelle François Fillon ne laisse pas passer une semaine sans m'appeler, sans venir me voir, sans déjeuner avec moi, sans boire un pot, une fois élu, je lui fais porter ses costumes. Je les lui commande, il me remercie. J'ai demandé à le voir, non pas pour lui demander quoi que ce soit, Monsieur Pujadas. Pendant 4 mois, cet homme ne m'a plus jamais répondu. Et une fois, je me suis énervé, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais tu te fiches de moi ou quoi? Il me dit, j'ai la tête sous l'eau. Mais je savais qu'autour de lui, la pression était forte pour qu'il ne me fréquente pas. J'ai lu le bouquin de M. Stefanini, On va en parler de ce livre. Homme estimable entre tous. Qui était le directeur de campagne de François Fillon. Absolument. Et j'ai souri lorsqu'il a dit qu'il avait découvert mon existence, qu'il avait appris que j'avais envoyé un chèque de 7 500 € en 2013 pour son parti, Force républicaine. C'est à cause de ce chèque de 7 500 € que dernièrement j'ai eu affaire à la justice. Et que vous avez été condamné pour... Condamné à 1 mois de prison avec sursis, sans inscription au B2, bien sûr. Mais c'est quelque chose de... Robert Bourgi, on va dire un mot évidemment du livre de Patrick Stefanini, mais il y avait d'autres liens même financiers entre vous et François Fillon quand vous évoquez d'autres affaires? Je me suis longuement entretenu avec la police, en témoin libre, à Nanterre. Et vous aviez dit ce que vous avez à dire à la police? J'ai tout dit à la police. Et je pense que je n'apprenais rien au commissaire divisionnaire Ezard, le patron de l'Oclif. Je pense qu'il savait beaucoup de choses, pour ne pas dire tout. Dans ce livre, Oui. voilà, le livre de Patrick Stefanini dont vous venez de parler, Stefanini raconte qu'il y a eu un deal financier entre François Fillon et Nicolas Sarkozy, tout ce qui est plus légal d'ailleurs. Nicolas Sarkozy aurait demandé à Fillon de l'aider à boucler ses comptes de campagne de primaire avec le reliquat de ce que Fillon avait gagné pour financer la sienne et lui aurait remis 400 000 €. Finalement, d'abord, est-ce que vous étiez informé de ce deal? Pas du tout. Je l'ai découvert à la lecture du bouquin de M. Stefanini. Je l'ignorais totalement. Mais ce que je peux vous dire... Mais ça veut dire que les relations entre eux n'étaient pas si exécrables. L'homme politique est complexe. Janus est de ce monde, Monsieur Namias. Ou bien vous êtes naïf, ou vous jouez au naïf. Je ne vous crois pas naïf. Je peux dire que le président Sarkozy n'aimait pas beaucoup Monsieur Fillon. Donc, d'une Et main, Monsieur Fillon n'aimait pas beaucoup Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire que Nicolas Sarkozy accepte un deal avec François Fillon, mais vous laisse faire ce que vous allez faire et détruire la campagne de François Fillon par vos révélations. en partie. Il ne m'a pas tenu par le bras pour me dire ne fais rien. Mais il savait où votre bras allait. Il est évident, je ne cache rien à Nicolas Sarkozy. mais J'aime cet homme. Je voudrais que vous le compreniez. On a le droit d'aimer en politique, vous savez.
Mais la manière dont vous racontez cet épisode peut le mettre lui-même dans l'embarras. Peut apparaître comme étant celui qui, en coulisses, sans forcément tirer les ficelles, laissait faire et encourageait pour plomber la campagne de François Fillon. Je ne cachais rien à M. Sarkozy et je ne lui cacherai jamais rien. Je lui ai dit ce que j'envisageais de faire. Il ne m'a pas retenu par le bras. Quand vous avez offert ces costumes à François Fillon, est-ce que vous aviez déjà en tête l'idée que, d'une certaine manière, ça vous laissait une carte à jouer? Peut-être, Vous êtes redoutable. peut-être. J'ai eu un maître redoutable, Jacques Foccart, qui m'a appris certaines choses. Et François Fillon, est-ce que... Il m'a découvert. Oui, ça je pense Je vais qu'il vous a- dire il une a- il chose, a même Monsieur fait le tour. Namias. Mais est-ce que d'abord, vous l'avez revu ou vous êtes non, reparlé avec François Fillon Non, pas depuis du cet tout. épisode? Il a appelé une fois ou deux sur le portable de ma femme parce qu'il n'a pas le mien. Après la campagne présidentielle ou pendant la après. campagne? Après. D'accord. Et je ne l'ai jamais pris au téléphone. Et je n'ai rien à lui dire. Et pourquoi vous Je estimez vais vous qu'il n'a dire pas une chose. suffisamment payé? Quoi? Payer. Je n'ai jamais reçu un subside d'un homme politique français. Non, je parle pas de Depuis ça. 40 ans. Je parle du prix électoral de toutes ces révélations. Aujourd'hui, François Fillon, il n'est plus dans la course politique. Vous pourriez... Monsieur Namias, je suis un être humain fait de chair et de sang. Jean Ping, qui est le président élu du Gabon, demande à le rencontrer. Je vais avec Monsieur Ping à Solesmes, dans la Sarthe. Nous déjeunons ensemble à 3 au Grand Hôtel de Solesmes. Quelque temps après, je lis dans Jeune Afrique une intervention de Bernard Debré et qui dit carrément que je suis un menteur, que je n'ai jamais été à Solesmes et que le président Ping ment et qu'il n'a jamais été reçu à Solesmes par François Fillon. J'appelle François Fillon. Je lui dis, François, il y a une interview de Bernard Debré dans Jeune Afrique qui est insupportable pour moi et insupportable pour Jean Ping. Il faut que tu la démentes. J'attends toujours le démenti. Ça, je ne le pardonne pas. Ou bien on est un homme d'honneur, on ne l'est pas. C'est l'heure de l'info en plus. On va encore parler d'argent. Comment, en une seule journée, une journée de solde, un homme est devenu le plus riche du monde devant les patrons d'Apple ou devant les patrons de Google, le plus riche de la planète? Les changements vont vite dans le monde. Lucas Ajdela nous rejoint pour l'info en plus. Bonsoir Lucas. Bonsoir David, bonsoir Fabien, monsieur Bourgi. Et cet homme, c'est... Et cet homme, c'est Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, le géant du commerce en ligne. Alors si David, si vous avez profité comme beaucoup d'entre nous du Black Friday la semaine dernière pour refaire vos emplettes sur Internet, vous avez très certainement contribué à l'enrichir, car selon une étude américaine, 50% des transactions qui ont été effectuées sur Internet dans le monde vendredi dernier l'ont été sur Amazon. Rendez-vous compte, c'est vraiment colossal. Résultat, l'action Amazon a encore bondi de 5% la semaine dernière, plus de 60% en un an. Et comme Jeff Bezos possède 79 millions d'actions de sa propre entreprise, il pèse désormais plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars de fortune. 100 milliards de dollars de fortune. Alors c'était presque inenvisageable il y a encore une quinzaine d'années. C'est la deuxième fois seulement dans l'histoire qu'un homme dépasse les 100 milliards de dollars de fortune. La première fois, c'était en 1999, c'était Bill Gates. Et à l'époque, Jeff Bezos était certes déjà milliardaire, mais sa fortune n'était estimée qu'à 1,5 milliard de dollars, qu'à, entre guillemets évidemment. En 22 ans, Amazon est devenue la 3e entreprise mondiale en termes de capitalisation. Regardez, juste derrière Google et Apple, 577 milliards de dollars de capitalisation pour Amazon. C'est bien simple, c'est plus que le PIB de l'Argentine. Amazon vend de tout, des livres, des lave-linges, même des cours de maths et même des produits frais maintenant, des légumes ou encore des prestations de ménage. Surtout Amazon vous les apporte partout en moins de 2 heures dans les grandes villes. Il a même testé la livraison par drone récemment. Si vous n'allez pas à Amazon, Amazon viendra
À vous. Et on commence même à dire que ça devient un sujet de souveraineté nationale. Amazon, c'est américain, c'est un géant. Est-ce que ça signifie, chaque fois qu'Amazon gagne 1% en bourse, que c'est autant de perdu pour les formes traditionnelles de commerce ou... Alors effectivement, alors au-delà du débat, est-ce que Amazon est un bon payeur d'impôts, notamment, qui peut rogner sur la souveraineté des pays? Effectivement, il y a, quand le commerce en ligne rit, généralement le commerce traditionnel pleure. Les premières victimes, ce sont les libraires. Selon le syndicat national des libraires, les librairies perdent en moyenne 10% de leur chiffre d'affaires chaque année depuis 5 ans. On a pointé du doigt longtemps la FNAC comme responsable du malheur des libraires. Eh bien, la FNAC, elle aussi, a connu d'importantes difficultés avant, elle aussi, de finir par tout miser sur le commerce en ligne et de rapprocher avec Darty. Et dernier exemple en date, celui des Galeries Lafayette. Le groupe a annoncé hier qu'il envisageait de céder presque la moitié de ses points de vente pour en faire des franchises. Et ça illustre encore une fois toutes les difficultés que connaissent tous les grands magasins, avec des conséquences en termes d'emploi. 2 chiffres pour illustrer ça. Les Galeries Lafayette, c'est 14 000 salariés en France. Amazon en France, 5 000 salariés. Robert Bourgi, un mot rapide de commentaire, ça vous inspire quoi? J'aurais dû être Monsieur Bezos. Merci Robert Bourgi d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci Lucas, merci Fabien. On vous retrouve demain dès 5h45. C'est tôt, mais ça vaut le coup, la matinale. Parce qu'elle sera bouillonnante. Bouillonnante Voilà. de Pascal de la Tour du Absolument. Pin. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite Arlette Chabot pour Politiquement Chaud. Et avant cela, Hélène Lecomte pour les infos. Merci de votre attention. La rediffusion à 22h35. À demain, merci.